Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs viticoles de Nouvelle-Aquitaine. Avec Sébastien Delalot, nous vous proposons ce mois-ci un focus sur Castillon en Côte de Bordeaux. Castillon, c'est bien connu pour sa fameuse bataille remportée par les Français sur les Anglais en 1453. Mais aussi Castillon, c'est un terroir magique ici à quelques kilomètres de Saint-Émilion. En cette période hivernale, période de la taille de la vigne, allez, rentrez dans ces rangs de vignes. Côté Château, c'est chez vous. On se retrouve au château Labrande avec les frères Todeschini, Yann et Karl. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, Yann, Karl, que finalement vous êtes nés au beau milieu du vignoble ? Oui, on est né vraiment dans ce beau vignoble de Belvès de Castillon, en Castillon-Côte de Bordeaux, une propriété familiale depuis 1982. Yann, vous avez un parcours assez remarquable, vous êtes ingénieur agronome, vous avez fait Purpan et Karl a aussi un beau parcours. Tout à fait, on a vagabondé on va dire, les études et des expériences à l'étranger avant de revenir sur le domaine en 2008. Donc personnellement j'ai fait l'école de Purpan à Toulouse avec différentes expériences en France, à l'étranger, notamment en Californie. Après un BTS et une licence à Bordeaux, je suis revenu sur la propriété familiale en 2008 après ce parcours en Toscane et aux États-Unis pendant 3 ans. Alors il n'y a pas que le parcours qui fait le bon vigneron. Est-ce qu'on peut dire que le terroir, c'est avant tout primordial ? C'est la base de tout, hein. Un homme sans un terroir ne fera rien. Donc nous on est là juste pour façonner, pour travailler le terroir de la Brande. Donc c'est 16 hectares sur un coteau sud, avec des pentes jusqu'à 18%, sur des beaux argilo-calcaires, avec des argiles assez profondes et des terroirs frais. Donc des terroirs de l'avenir où on peut avoir des vins avec des jolis fruits. Il y a aussi tout le travail au chai. On est en pleine période de vinification. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Karl ? Actuellement, donc, on est en train de remonter les 2017 de barriques vers les cuves pour prévoir les assemblages. Et sur les 2018, les fermentations malolactiques sont terminées, les sucres aussi sur un très beau millésime, vraiment un très beau millésime. Ce vignoble, vous le conduisez en bio. Est-ce que c'est important aujourd'hui, finalement, de prendre en compte ces questions d'environnement et de santé ? Alors on a la chance d'avoir cette propriété tout d'un seul tenant avec une grosse biodiversité en milieu des bois, de la forêt. Et nous, c'est une évidence d'apporter la priorité à la vigne. Donc depuis 2008, on travaille en approche bio et en conversion depuis 2 ans. Aussi bien à la vigne qu'au chai, vu qu'on veut travailler de façon très peu interventionniste et prioriser la vigne. On voit aussi tout un travail fait par les petites mains de la vigne dans la vigne pour tailler les bois. C'est particulier de tailler les bois après des périodes de gel en 2017, de grêle en 2018 ? Le mode de conduite que nous avons choisi, c'est le travail d'une équipe. Donc comme vous disiez, les petites mains fondamentales. Sans elles, on ne serait rien. Et oui, on est en pleine période de la taille, donc une étape fondamentale pour garantir une belle production en 2019. Alors ces bois de vigne, ces sarments, qu'est-ce qu'on en fait ? Des barbecues, mais pas que ? On en fait des barbecues pour peut-être 1% et encore. Le reste est restitué par broyage au sol pour apporter de la lignine à notre vigne. Et puis il y a aussi le cas de Philippe Carry qui en Côte de Castillon utilise ces sarments pour du bois de chauffage. Regardez ce reportage réalisé avec Pascal Lécuyer. Traditionnellement, les sarments chez nous étaient brûlés en totalité. Et il y a 8 ans maintenant, je suis parti du principe que tant qu'elle est brûlée, autant les brûler pour quelque chose. 1 à 3 tonnes de bois par hectare sont ainsi récupérées après la taille en guyot simple de la vigne. Ceux-ci sont ensuite broyés, compactés, puis stockés dans cet immense hangar pour les besoins d'une année entière. Nous avons deux types de sarments. Le sarment que nous avons compacté et pressé avec un système de presse spécifique. Ensuite, nous avons le directement broyé à la vigne qui nous permet en fait d'avoir un combustible prêt à l'emploi pour la chaudière. Grâce à ce silo muni d'un système de lames et de vis sans fin, il alimente cette chaudière à bois. Un investissement à la base, mais une facture énergétique nulle. Grâce à l'amidon contenu dans le sarment, on a un pouvoir calorifique bien supérieur sur le sarment par rapport au chêne. On se chauffe toute l'année. Un chauffage non seulement pour ses installations vitivinicoles, mais aussi pour son habitation. Un circuit court et une idée ingénieuse qui pourrait faire des émules.
On se retrouve ici au domaine de l'art, dans l'antre de Stéphane et Christine de Renoncourt. Alors Stéphane, dites-nous, cette cave a vraiment une âme, c'est quasiment vous-même qui l'avez construite ou fait faire en tout cas. Ouais, complètement. En fait, nous, on est arrivé ici dans l'appellation en 99 avec un tout petit projet. On avait 2,5 hectares à l'époque. Et puis, on s'est relativement bien adapté puisqu'on a décidé de s'investir un peu dans ce projet qui était un peu fou. Et aujourd'hui, on cultive une dizaine d'hectares. Et forcément, on a eu un besoin très vite de cave. Et une cave, on en fait une seule dans sa vie. Et on a voulu faire un peu la cave qui nous plaisait. Et surtout qui plaisait au vin, avant tout. Donc c'est une cave qui paraît, moi j'ai l'habitude de dire aux gens qui viennent ici que c'est une cave du 18e ou du 17e. Mais en fait, elle a été construite il y a 10 ans. Mais selon tous les vieux principes de l'architecture, c'est-à-dire que c'est une cave qui repose sur le calcaire, sans fondation, il n'y a pas de ferraille, il n'y a pas de béton, tout est monté avec de la pierre et de la chaux. Christine, d'où lui vient sa passion du vin ? Quand on s'est rencontrés, on avait tous les deux cette passion commune et cette envie d'acquérir un domaine et de faire notre vin. Et aujourd'hui, là, c'est plus qu'un domaine, vous êtes non seulement vigneron, mais aussi consultant avec une grosse équipe derrière vous. Aujourd'hui, oui, c'est une structure qui occupe une petite vingtaine de personnes et on conseille à peu près 140 domaines. Voilà, je vous propose de regarder ce portrait de Stéphane de Renoncourt réalisé avec Didier Bonnet et Éric Delvarde. Stéphane de Renoncourt, c'est un parcours atypique, un autodidacte au pays du vin. Arrivé en 1982 pour les vendanges, ce jeune Dunkerquois solitaire va apprendre sur le tas pour ensuite se faire remarquer à Saint-Émilion et acheter bien des années plus tard le domaine de l'A, 2,5 hectares en côte de Castillon. Il y avait dans cette partie 4 cuves, 2 cuves béton et 3 petites cuves bois. Et dans l'autre partie, on avait imaginé un chai à barrique. Donc chaque centimètre carré était exploité, ça a été une horreur pendant 5 millésimes quand même. Le photographe Christophe Goussard suit son ascension depuis 15 ans. Une carrière étonnante retracée avec Claire Brosse dans le livre Wine on Tour, où l'on découvre un de Renoncourt aujourd'hui mondialement connu. On a une vie en tant que consultant, je vous parle, pas une vie de rocker, mais on est en tournée sans arrêt, quoi. C'est-à-dire qu'on peut visiter 3 ou 4 pays par semaine. Aujourd'hui, Stéphane de Renoncourt est à la tête d'une équipe de 16 personnes qui accompagne les domaines dans le Bordelais, en Bourgogne, comme en Allemagne ou en Inde. Une expertise qui part avant tout de l'observation empirique à la vigne. J'aime bien l'idée que le vin doit ressembler au lieu où il est produit. Et donc pour ça demande une certaine connaissance des sols. Ici, par exemple, où on est sur un substrat argilo-calcaire, et l'argile, ça va donner la force, ça va donner la douceur, ça va donner la puissance. Et le calcaire, par contre, lui, il va apporter une notion de fraîcheur, une notion de salinité, qui sera souvent confondue avec de l'acidité d'ailleurs. Pour les vinifications et parfois les assemblages, Stéphane de Renoncourt et ses associés recherchent avant tout l'expression de l'identité du lieu et la singularité du vin. Il ne faut pas tomber dans le piège de trouver un peu la recette et de la reproduire un peu partout. Ce serait une catastrophe et en plus ce serait très ennuyeux. C'est avec Paul Barre, vigneron en biodynamie à Fronsac, que Stéphane de Renoncourt a fait ses premières armes et premières vinifications en 1985. Il y a eu la rencontre, voilà. Il y a eu, je pense, on est dans le domaine de la sensibilité. J'ai ressenti que la manière où je percevais le vin, on allait pouvoir s'entendre, faire des choses ensemble. 30 ans d'amitié, de complicité, Paul Barre a su faire confiance à ce talent caché. Un talent qui s'est révélé comme le vin et qui aujourd'hui vole de ses propres ailes. On se retrouve ici dans la salle de dégustation de Stéphane et de Christine. Alors Stéphane, qu'est-ce qu'on va déguster ? On va déguster 3 millésimes du domaine qui sont assez différents et qui sont plutôt dans le registre des millésimes classiques. Et puis des choses pour voir un peu l'évolution et notamment l'évolution des vins sur sol calcaire puisque c'est un peu ce qui nous intéresse. On a souvent au vieillissement, au-delà des notes un peu sous-bois, des notes de truffe noire. Et comme c'est la pleine saison, on s'est dit on va mettre un vin qui truffe un peu. L'identité du terrain se retrouve, du sol se retrouve véritablement dans le verre. Pour chaque millésime, il y a une différence. Énorme. C'est ce qui fait un peu la beauté de ce métier. Il y a une trame, il y a un fil conducteur, c'est certainement le vin qu'on aime. Mais ensuite, il y a plein d'inconnus, plein de pièges aussi. 2011, c'est un millésime très chaud au départ et plutôt compliqué à la fin. 2012, c'est un millésime tempéré. 2014, c'est un beau millésime classique avec un beau mois d'août. Donc
Donc on a 3 profils de vin assez différents. Et le 2018 ? Et 2018, un millésime très très intéressant aussi, où avec un printemps redoutable, criminel parfois même, surtout lorsqu'on travaille en bio, ce qui est notre cas. Donc on s'est beaucoup battu contre le mildiou. Et finalement, au moment où on était le plus désespéré, une espèce de miracle météorologique s'est produit et nous promet un millésime plutôt de grande qualité. Ouais. On a connu une période à Bordeaux où il y avait pas mal de vins qui étaient bodybuildés, surextraits. Est-ce qu'aujourd'hui on va vers une nouvelle tendance, vers des vins fins, élégants ? Je crois, ouais. Il y a eu une mode pour ça qui a commencé dans les années 80 et qui s'est poursuivie assez longtemps. Et c'était souvent un problème de score, de notation. Aujourd'hui, ce paysage médiatique, il est complètement bousculé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui goûte les vins. La naissance des réseaux sociaux, des blogs, a apporté tellement d'informations sur le vin que ça a changé un petit peu le regard. Et on est peut-être revenu en ces périodes un peu de crise à des choses plus essentielles. L'équilibre, l'identité. Donc moi, c'est quelque chose qui me va très bien. Parce qu'en fait, c'est un peu la passion qui m'anime depuis toujours, à travers le vin. Les histoires Castillon, on n'en manque pas. Il y a 230 viticulteurs en Castillon sur 2300 hectares, dont un château, un fameux château, le château de Pitré, dont je vous propose de regarder cette histoire. Bonjour Jean-Pierre et bienvenue à Pitré. Merci Jean. Donc le château de Pitré, qui est une propriété familiale depuis plus de 600 ans, je suis la 26e génération. Dans cette pièce, vous pouvez voir sur les murs des têtes de lion avec des mares qui sont repris sur les armoiries de la famille avec 6 mares. Donc le nom complet de la famille est 6 mares de Pitré. Donc là, nous sommes dans la grande salle à manger et vous pouvez voir ce bibelot au mur qui est la poupe d'un navire de guerre français qui s'appelle Suffren. Suffren était un de mes ancêtres et le bailli de Suffren était un des amiraux de Lafayette qui est parti fin 18e pour aider les Américains pour leur indépendance. Alors là, nous sommes dans le vestibule du château, donc la pièce d'entrée du château, dans laquelle nous avons mis un portrait du général de Boigne, donc un de mes ancêtres, 6 générations au-dessus de moi, qui est parti en Inde au XVIIIe siècle, qui était mercenaire et qui, pour un prince indien, un Maharaja, a conquis tout le nord de l'Inde. Donc là, on est dans le salon de musique, vous avez un portrait du général de Boigne un peu plus âgé. Et là, on rentre dans le grand salon. Donc voici un tableau du général de Boigne qui a fait construire le château actuel de Pitré. Avant ça, il y avait un manoir du XVe siècle qu'il a détruit en 1860 pour reconstruire, style Viollet-le-Duc, le château actuel par l'architecte bordelais Blaquière. Alors c'était pour lui une espèce de stature, de montrer qu'il avait bien réussi. Là, on va faire un tour dans la tour. Vous allez pouvoir admirer le magnifique travail d'une partie des compagnons qui ont refait le toit en 2016. Voilà, donc bienvenue sur un des points culminants de la Gironde. Je me souviens encore mon grand-père disant « là là, il faut refaire le toit ». Et puis j'ai entendu mes parents dire « là là, il faut refaire le toit ». Et puis j'ai refait le toit, un peu grâce à la grêle de 2013. Parce qu'une partie de l'assurance a payé la toiture, mais la grosse partie a été autofinancé par la vente de vin. Prêt pour recevoir encore la 27, 28 et éventuellement 29e génération de Pitré. Voici les barriques dans lesquelles nous vinifions la cuvée Madame qui est mon haut de gamme. En fait, c'est une cuvée qui est composée exclusivement de raisins provenant de très vieilles vignes. La plus pure expression de mon terroir. Ce sont des vins qui sont assez concentrés, veloutés en même temps. J'essaye de garder beaucoup de fruits pour exprimer la qualité du terroir ici, qui est argilo-calcaire.
On se retrouve avec Jean de Boigne devant ce formidable château de Pitré. Alors Jean, dites-nous, est-ce que économiquement, ce type de château avec un domaine viticole aussi large, aussi étendu, c'est viable? Oui, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. En fait, sur la propriété, il y a 1 hectare de toiture, donc pas loin d'1 hectare de toiture, donc des factures quand on refait une toiture qui sont énormes. Donc c'est pour ça qu'en fait, en 2003, j'ai repris les vignes en fermage de mon oncle, monsieur de Fontenay, au château Castejeun. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 60 hectares et on produit entre 350 et 400 000 bouteilles. Alors 400 000 bouteilles, c'est tout de même pas une paille, il faut les vendre. Tout est mis en bouteille à la propriété. Donc ça part en bouteille au négoce bordelais qui le distribue un peu partout. Et puis je vends aussi en direct, par exemple en Angleterre, un peu aux États-Unis, en Chine pas mal. Vends aussi un petit peu en France. Restauration et chez les cavistes. J'imagine que le marché chinois, avec une bâtisse comme ça doit les intéresser. Alors ça les intéresse beaucoup. Moi je suis arrivé ici en 2003. J'ai développé une grosse partie de ma production ou de mes ventes en Chine. Malheureusement, le marché chinois croît et décroît, donc c'est pas très stable. Donc une année, on vend pas mal en Chine, une autre année, on se tourne vers d'autres pays comme les États-Unis, des marchés où la consommation de vin est beaucoup plus stable et où les consommateurs sont bien plus aguerris. Alors parmi les autres marchés, il y a aussi le marché français où les vins de Castillon essaient de s'implanter de plus en plus à travers l'opération J'irai déguster chez vous et prochainement une opération qui sera menée à Rennes, après Bordeaux, Paris et Lille. Regardez. À Belvès de Castillon, Céline Lost-Lidoire exploite depuis 2001 un domaine de 12 hectares, le château Bellevue, qu'elle souhaite mieux faire connaître. Aussi, depuis l'an dernier, elle participe avec le syndicat de Castillon à l'opération J'irai déguster chez vous. Bonsoir. Avec Yann Todeschini, ce duo de vignerons vient à domicile gratuitement faire découvrir leur vin auprès d'une dizaine de convives plutôt bluffés. C'est la première fois que je vois ça, des vignerons qui viennent carrément à la maison pour qu'on puisse tous déguster leur vin entre amis. Généralement, c'est des contractés. Tous la porte, on ne sait pas sur qui on tombe. Mais là, on a toujours été très très bien reçus. C'est un peu tendu les premières minutes. Tout le monde ne sait pas trop comment ça va se passer. Et puis à la fin, généralement, on fait la bise à tout le monde. Donc ça se passe très bien. Les vignerons sont choisis par les invités eux-mêmes. Ils répondent sans détour à toutes les questions qu'on leur pose. Est-ce qu'on part sur du vin de conservation où il faut le consommer, on va dire, dans les 5 ans ou on peut Cela va aussi de la conduite du vignoble en bio ou en conventionnel, ou encore de la typicité de leur vin. Je trouve ça vraiment sympa. Ça permet vraiment de partager avec les vignerons, d'en savoir plus sur eux, plutôt que d'aller juste dans un bar à vin classique. Donc 2014. Donc là, on rajeunit de 2 ans. Et l'objectif sur ces vins, c'est d'avoir un début d'élevage en barrique, mais de quand même garder du fruit et de la fraîcheur. La demande est telle que les 6 rendez-vous de décembre à Bordeaux sont déjà complets. Pour l'instant, on va dire que ça cartonne. Après, on est petite appellation, donc on n'est pas 12 000 vignerons. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus le problème de manquer de vignerons et on a la demande qui est croissante. 3500 personnes ont déjà participé à cette opération à Paris et à Bordeaux. Prochaines étapes, Lille et bientôt Bruxelles. On se retrouve ici au château Lescano avec Malika et Pascal Bouex. Alors Malika, vous faites ici des accords mets-vins une fois par mois. Alors en fait c'est l'appellation de Castillon, Côte de Bordeaux qui fait ce type d'opération une fois par mois. Donc ce n'est pas qu'à Lescano, c'est dans différentes propriétés. Donc le principe c'est d'inviter des amis, les gens viennent et avec le chef Jean-Christophe Lost qui crée des accords mets-vins avec les vins de l'appellation. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît particulièrement au public? Ah oui, ça plaît énormément. Ouais. Alors, surtout qu'à chaque fois, il change ses recettes et il donne des thèmes à chaque fois assez particuliers. Et généralement, on a plus de demandes que de places. On doit avoir une quinzaine de places ou une vingtaine de places. Alors chef, justement, dites-nous, qu'est-ce que vous mettez en avant comme produit qui se marie parfaitement avec ces vins de Castillon? Alors le but, c'est justement de ne pas trouver des produits qui se marient parfaitement. On essaie toujours de trouver un petit côté décalé, un petit côté surprenant, par des fournisseurs particuliers, par des recettes particulières. Aujourd'hui, par exemple, on va travailler autour de l'huître, ce qui n'est pas foncièrement le premier mets auquel on pense quand on pense à vin rouge.
Voilà, donc le but c'est toujours que ça aille avec Castillon, mais qu'on surprenne sans choquer. Jean-Christophe connaît bien les vins de l'appellation et donc il parvient toujours à créer un peu des surprises et il travaille ses produits de façon un peu innovante. Et avec les vins de Castillon, il y a différents vins en fait. Donc il y a des vins plus ou moins corsés, plus ou moins légers, plus ou moins fruités. Et on joue aussi avec le millésime. On va travailler sur un terre-mer aujourd'hui. Donc quand on pense poisson, on ne pense pas forcément au rouge et encore donc forcément pas à Castillon, Côte de Bordeaux. Donc aujourd'hui on va travailler beaucoup sur du terre-mer et puis on va un petit peu innover au dessert aussi pour toujours dans le but de surprendre et de montrer que les vins de Castillon ça s'accorde avec pas mal de choses finalement. Revenir à ce côté terre et le ramener sur nos vins rouges. Ainsi se termine ce 4e numéro de Côté Château en Castillon, Côte de Bordeaux. Prochain épisode 100% féminin à l'occasion de la Journée de la Femme le 8 mars prochain dans le Bordelais. La santé des Castillons alors.